Est-ce que vous vous rappelez des années 2000-2010? On mettait du dope fixation béton pour rayer les murs, on dansait la tectonique qui nous dansait l'impression de faire des crises d'épilepsie et on utilisait des logiciels en pagaille sur nos ordinateurs sous Windows XP et 7, mais qui sont malheureusement tombés dans les limbes depuis quelques temps. La liste est longue et aujourd'hui, autant rendre hommage à tous ces frères qui sont de nos jours tombés au combat, mais qui nous ont accompagnés au début de l'ère d'Internet. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, retour dans le passé. On va rebrancher notre vieux PC avec un Intel Pentium, retrouver notre souris à boule et relancer tous ces vieux softwares qui nous ont clairement enlevé une épine du pied à l'époque, mais qu'on a rangé dans le placard comme de vulgaires jouets quand on en avait plus besoin. Bande d'ingrats. En vrai, ça pique un peu les yeux d'ouvrir ce genre de logiciel sur les écrans de fous furieux qu'on a de nos jours, surtout si c'est le tout dernier de chez TCL qui sponsorise la vidéo, le C84. Vous connaissez TCL qui est l'une des plus grandes marques technologiques proposant tout un tas de produits, frigo, machine à laver, barre de son et bien sûr télévision. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. TCL est la première marque mondiale de Google TV et la première marque de téléviseur de 98 pouces en 2022. Ce modèle profite de la technologie mini LED permettant d'avoir une image exceptionnelle. Avec ça, vous aurez des contrastes beaucoup plus forts et des noirs profonds qui se verra énormément si du noir est affiché à l'écran par exemple. Plutôt que d'afficher un noir qui fera gris, ici des parties de l'écran seront éteintes, rendant donc l'immersion beaucoup plus forte. On profite donc au maximum de la dalle QLED avec la technologie Quantum Dots, permettant d'avoir une précision de couleur inégalée, 50,3% plus haute que la plupart des TV du marché. Encore faudrait-il regarder du contenu en bonne qualité là-dessus, mais même si votre vidéo est désastreuse, le processeur IPQ 3.0 pourra utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité de l'image et ainsi améliorer les couleurs, le contraste, la clarté ou même rajouter des images. Autant profiter de cet écran 144 Hz VRR après tout qui sera super agréable si vous jouez à des jeux vidéo. D'ailleurs, le gaming est l'un des nombreux modes de cet écran car on pourra aussi avoir un mode film ou encore sport pour ainsi optimiser l'usage de la télévision par rapport à ce que vous voulez en faire. Vous avez besoin de plus d'images par seconde, la télé s'adaptera, plus de contraste, tout pareil. Bref, quel que soit votre usage, cette télévision fera tout ce qu'il faut pour satisfaire vos besoins. En plus, cette TV fonctionne sous Google TV pour un divertissement infini. Avec le lien en description, vous pourrez retrouver ce modèle présenté ainsi que tous ceux proposés par TCL avec des tailles différentes. Ici, on est sur un modèle de 65 pouces, mais vous pouvez très bien avoir plus petit ou plus grand par rapport à votre usage. Il y en a pour tous les budgets, alors n'hésitez pas à aller checker ça. Surtout que ce sera bien d'avoir un truc avec une image de fou, car là, avec ce retour dans le passé, ça va piquer les yeux et on commence sans plus tarder avec Logmin Hamachi. J'avoue que c'est celui qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je vous avais partagé ce screen sur Twitter et en voyant les mois devant une telle beauté, je me suis dit que j'étais pas le seul à le regretter. Alors attention, hein, le logiciel existe encore, mais soyons honnêtes, qui a encore un intérêt à l'utiliser? Logmin Hamachi est un VPN développé en 2004 permettant donc de créer un tunnel entre deux ordinateurs. Et oui, exactement comme tous les sponsors de youtubeurs que vous voyez partout. Sauf qu'ici, l'intérêt est d'en créer un entre deux particuliers pour ainsi avoir d'autres usages. Par exemple, prendre le contrôle d'un ordinateur à distance. Et oui, hein, nous sommes à une époque où le jeu multijoueur est souvent local et donc pour pouvoir jouer avec un pote à distance, il faut faire croire que ce dernier se trouve bien avec vous à votre bécane. Une fois votre Hamachi paramétré, eh bien la manette de votre pote à l'autre bout de la France est considérée comme la manette 2 de votre propre ordinateur. Si tant est que vous arriviez à paramétrer ce logiciel de l'enfer et que votre pote ait les bons ports d'ouvert sur son ordinateur. On dit souvent que la nouvelle génération a du mal avec les ordis alors que pourtant la Y a réussi à bien évoluer avec. Bah franchement, je suis certain que c'est en grande partie dû au fait qu'il fallait bidouiller pendant des heures et des heures, et ça pour pouvoir jouer pendant 15 minutes à Josh Mythology en LAN parce que les serveurs multijoueurs marchaient pas. De nos jours, ce genre de logiciel n'a plus grand intérêt étant donné que la plupart des jeux profitent de fonctions en ligne avancées permettant de jouer avec n'importe qui facilement, et surtout que malheureusement les modes de jeu local n'existent plus des masses sur les jeux récents. C'est quand la dernière fois que vous avez joué à un jeu en écran partagé, hein. Maintenant tout le monde est là à jouer en ligne et plus personne ne se parle en physique, en chair et en os. D'ailleurs, Mumble, TeamSpeak et Ventrilo. Avant l'arrivée de Discord qui a écrasé absolument tout le monde, il y avait la sacro-sainte trinité des plateformes vocales, Mumble, TeamSpeak et Ventrilo. Bon ok, le dernier était vachement moins populaire, donc commençons par celui-là. Sorti le 3 août 2002, le but de ce logiciel, comme pour tous les autres, est de proposer une façon alternative de voir le chat vocal, plutôt que de s'appeler comme on pouvait le faire avec un MSN ou un Skype, des logiciels aussi défunts mais dont j'ai déjà pu parler par le passé et dont vous retrouverez les fiches sur cette vidéo. Ici le but est d'avoir des salons vocaux rejoignables par n'importe qui sur le serveur à n'importe quel moment. Les avantages sont multiples, pas besoin d'appeler chaque personne indépendamment, le salon peut se remplir de lui-même et chaque personne est beaucoup plus indépendante. Très rapidement, TeamSpeak arrive le même mois, le 26 août 2002, puis suivi de Mumble le 2 septembre 2005. La guerre des systèmes vocaux pour le gaming a commencé. Bon, comme tout ce qui existait dans cette période, il y avait de la bidouille et fallait tout configurer soi-même. Et vas-y que je rentre une IP, et vas-y que je lui alloue un port de connexion, et vas-y à quel point l'interface me fait revenir aux heures les plus sombres d'IRC. Ouais, on est sur quelque chose de sacrément textuel et d'absolument pas sexiste, ce qui lui donne plus une tronche d'utilitaire. Et là, bon bah, y en a pas un pour rattraper
rattraper les autres, hein. Ils sont tous moches. À un moment, je pense que c'était dans le cahier des charges hein, de faire quelque chose d'absolument pas accueillant. Alors ok, on est en 2010, hein, mais genre même Hamachi a l'air ultra coloré à côté. Un peu de vie que diable, pourtant ça a été une vraie révolution pour jouer aux jeux vidéo, et surtout dans le monde multijoueur évidemment. Et c'était la bonne époque, hein, déjà car il n'y avait pas Fortnite, donc tout n'est pas devenu un Battle Royale comme ça l'est aujourd'hui, mais surtout car les jeux à la mode étaient les MMORPG et les sandbox. L'époque de Minecraft sans tuto et sans dragon. Vous avez connu tout ça. Malheureusement, c'est resté assez de niche hein, à cause de l'empreinte assez gamer de ces logiciels. En vrai, ouais, on n'utilisait pas ça pour autre chose que pour jouer à des jeux. Dans mon cas, j'ai utilisé Abal Mumble pour jouer à World of Warcraft à l'époque, pour du raid à 25 joueurs. Regardez, ça c'est moi qui fais une pub TP avec mon paladin tank dans les sous de la banque de Dalaran sur une vieille vidéo de 2010 dispo en 480p. La classe, hein. Mais ouais, c'était pas mal pour amener autant de monde au même endroit, même si la qualité des micros des gens laissait à désirer. Je pense qu'on peut peut-être entendre le Léo de 15 ans dans ce beau bordel. Cet aspect de vocal massif est donc resté sur cette niche jusqu'à l'arrivée de Discord en 2015, se voulant plus communautaire déjà par son aspect où ce ne sont pas les utilisateurs qui gèrent les serveurs, mais que tout est beaucoup plus simple d'accès tout en étant accessible publiquement. Et surtout en rendant le truc vachement plus mignon à coups d'émotes dans tous les sens, et surtout avec sa communication ultra agressive qui fait qu'on les voyait partout. Les trois compères se sont fait bouffer ultra rapidement. Dans la description YouTube de la vidéo que je viens de vous montrer, il y a quand même écrit que c'est le moment de mettre TeamSpeak à la poubelle. Ces derniers ont trop subi le fait d'avoir été développés dans le passé. Faut se dire que Ventrilo par exemple n'a pas d'application mobile, ce qui est inhérésie de nos jours, mais en 2002 c'était pas bien grave. Et le pire c'est qu'il fallait en plus que les serveurs soient hébergés par quelqu'un et donc payés par cette dite personne, donc ouais, imbattable à côté d'un Discord qui proposait tout gratuitement. Tout ça s'est fait écraser par Discord, hein, comme on vient de le dire, en proposant quelque chose de vachement plus friendly que les interfaces qu'on pouvait avoir. Ok, j'ai des années de Mumble dans le sang, hein, mais force est de constater que Discord est bien plus convivial, surtout en mixant encore mieux la formule avec celle du forum. Aujourd'hui ces trois logiciels existent encore, mais il y a plus grand monde qui les utilise. Bon, il y a quand même un truc qui me fait bien rire, hein, et qui en même temps me rend un peu triste, c'est le Twitter de TeamSpeak. Bon, déjà on va mettre de côté qu'ils n'ont que la certification bleue et pas la certification dorée des marques, mais surtout tous les tweets c'est pour rappeler qu'ils existent encore, d'essayer d'hypnotiser les gens à retourner sur le logiciel ou à dire waouh, regardez, on a eu 17 utilisateurs en même temps hier, la folie furieuse. Bon, en vrai ça me fait un peu rire cette autodérision, mais c'est quoi la fiche de travail du CM de TeamSpeak? Il y a vraiment écrit bon, faut que tu fasses le plus de tweets possible où tu dis qu'on est devenu has-been et que Discord nous a éclaté la tronche en 2015. Bon, ça a l'air quand même sacrément déprimant, et le pire c'est que ça marche au vu des millions de vues des posts. Xfire. J'imagine que vous avez tous vu que le nom de Twitter vient d'être remplacé par X avec comme nom de société derrière la X-Corp. Bon, déjà on dirait vraiment un nom de société méchante de série à la Mr. Robot comme la E-Corp, mais surtout Elon Musk n'a pas été le premier à vouloir mettre la lettre X partout. Voici Xfire, créé par la société du même nom en 2003. On a parlé de MSN et Skype un peu plus tôt pour le vocal, ici c'est la partie textuelle, mais encore une fois pour le gaming. Bon, déjà vous connaissez la fin, Discord a aussi mangé cette partie, mais avant que le Wumpus arrive, Xfire était assez connu pour proposer cette partie messagerie rapidement vocale, même si les gens l'utilisaient pas tant que ça. Bref, un endroit communautaire où on pouvait rassembler tous ces jeux car on pouvait directement les lancer dessus. Et bon ça de ce côté ça s'est fait bouffer par Steam, mais en vrai à l'époque avoir Xfire toujours dans un coin de son Windows XP c'était vraiment le feu. Il y avait même un site qui partageait toutes les semaines le jeu le plus joué par les utilisateurs du logiciel. Et c'était World of Warcraft qui gagnait à chaque fois, hein, mais qui s'est fait doubler par League of Legends en 2011. C'était vraiment un réseau social de gamers tous joli monde. Avec 7 millions d'utilisateurs inscrits en 2007, la plateforme commencera à périr avec l'expansion de Steam. Là où Xfire était optionnel, Valve forçait les gens à avoir sa plateforme pour jouer à ses jeux. Et en 2007, la Orange Box proposant Team Fortress, Portal et Half-Life va créer un engouement monstrueux pour Steam, rendant donc Xfire assez obsolète vu qu'il faisait exactement pareil que ce dernier. À partir de ce moment, tout le monde essaie de se refiler le bébé maudit, le logiciel étant vendu de société à société à des prix de plus en plus faibles. Jusqu'au 10 juin 2015 où les réseaux sociaux d'Xfire annoncent la fermeture définitive du logiciel dans seulement 48 heures. Les gens pouvant récupérer les captures d'écran et vidéos stockées sur le site pendant 3 semaines, puis ensuite absolument tout le contenu a été supprimé du web. Aujourd'hui, Xfire n'est plus qu'une légende, comme si tout ça n'avait jamais existé. Je suis sûr qu'avec cette vidéo, j'ai fait un choc mental à certains, car vraiment, même moi de mon côté, j'avais complètement oublié ce logiciel qui était pourtant mythique. Alors aujourd'hui, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'en réalité, le site xfire.com existe encore, mais c'est un site de news assez random sur le jeu vidéo ou encore le cinéma. Bref, un truc pas très haut de gamme qui essaie d'écrire sur tout n'importe quoi, tout en essayant de capitaliser sous le nom Xfire, un peu comme c'est le cas aujourd'hui avec Pricey.com qui est tout pareil. Ouais, on en parlera peut-être sur une vidéo sur les sites internet d'avant, celui-là. En vrai, je trouve ça fou qu'un game pareil existe. Il
y a vraiment un intérêt à récupérer des vieux noms connus comme ça? Ok, par curiosité, on peut aller faire une vue quand on veut voir si le nom de domaine existe encore, mais après, on va se dire, ok, bah maintenant je vais arrêter d'aller sur jeuxvideo.com pour m'informer sur Pricey.com. Ouais, j'ai du mal à y croire. D'ailleurs, on peut voir dans les mentions du site qu'Xfire n'est pas détenu par Xfire comme à l'époque, mais par Enoki Limited, une société créée en 2017 en Nouvelle-Zélande, donc bien après la mort d'Xfire. D'ailleurs, en fouillant encore un peu plus, on voit que le nom du site est déposé depuis seulement mars 2023, donc c'est vraiment tout chaud. Bref, on va arrêter de faire les détectives du dimanche, mais en vrai, je trouvais ça cocasse, alors autant le partager avec vous. Dans le thème du X, on aurait aussi pu parler d'Xsplit d'ailleurs, un logiciel de streaming qui s'est fait écraser par OBS au fil des années. Mais lui, il est pas complètement mort, il est juste en assistance respiratoire, du coup, bon, ça va. Émule et lamoyeur. Bah alors dis donc, vous connaissez ces logiciels-là? Bah si c'est le cas, ça veut donc dire que vous êtes de petits fifrelins, non? En effet, nous sommes sur les cadors du téléchargement illégal des années 2000, à l'aube du web 2.0 justement. Internet commençait à s'ouvrir à tous et donc le partage aussi, qu'il soit légal ou un peu moins légal. Et bon bah fallait bien trouver des moyens de le partager à tout le monde sans qu'on se fasse stopper, hein. En tout cas pas trop. C'est donc avec ce leitmotiv que ces plateformes de téléchargement en peer-to-peer sont arrivées avec un succès fulgurant, au point de faire du mal aux industries musicales, vidéoludiques ou encore cinématographiques. Je vous ai fait une vidéo sur tout ça si ça vous intéresse plus en détail, je vous la mets aussi en fiche en haut à droite, mais en gros, bah, ces plateformes ne sont pas restées pour plusieurs raisons. Déjà, c'était beaucoup moins pratique que le naissant Torrent qui a pris sa place, avec d'autres plateformes comme uTorrent ou encore Deluge pour n'en citer que deux, mais aussi car des plateformes légales ont commencé à être intéressantes. Netflix, Spotify ou encore Steam ont réussi à endiguer à leur manière le téléchargement pirate en proposant un service de qualité à moindre prix. Enfin, arrivé, on va dire plutôt, parce qu'avec les augmentations de prix, bah, le tout revient, mais les gens préfèrent se retourner sur le torrent, laissant à l'abandon ces vieux logiciels de peer-to-peer. Moi, je ne vais pas vous refaire l'histoire dans cette vidéo, je vous laisse revoir l'ancienne si vous le souhaitez, mais je me disais que ne pas parler de ces deux-là dans une telle vidéo aurait été un affront. Bon, il y a quand même un truc de nouveau depuis, c'est que LimeWire est revenu, et ils font des NFT en partenariat avec Universal Music quand même. Ah, quel comble, genre je pense que j'ai même pas besoin de faire de vanne là. Clover et WinRAR. Voici deux logiciels complètement différents l'un de l'autre, mais qui ont eu le même destin funeste, clairement. Car ici, ce ne sont pas des concurrents qui les ont détruits, mais carrément celui aux commandes Microsoft. Mais avant de parler de la fin, allons au début. Et commençons avec Clover. Ce trèfle était une réelle bénédiction pour se balader dans l'explorateur de fichiers Windows, car il lui donnait des fonctionnalités supplémentaires, dont une qui m'était devenue d'ailleurs indispensable, les onglets. Un peu comme tout ce qui va avec le navigateur comme Chrome ou Brave par exemple, vous avez tous vos onglets en haut des pages. Et bien là, votre explorateur de fichiers vous permettait de faire la même. Ce qui permet enfin de ne pas avoir 150 fenêtres ouvertes en même temps, une angoisse bien trop souvent présente. Alors ok, ces 150 fenêtres sont devenues 150 onglets maintenant, mais vous savez, c'est vachement mieux d'avoir tout un bordel dans un placard plutôt que tout le bordel par terre. Et oui, je sais, celui-là en réalité n'est pas très connu, sauf si vous suivez la chaîne depuis des années car j'ai déjà pu en parler par le passé. Mais WinRAR l'est quant à lui bien plus, et surtout bien plus vieux avec une première version datant du 22 avril 1995. Ce logiciel était donc là pour compresser vos dossiers volumineux et ainsi vous permettre plusieurs choses. De les rendre plus petits en termes de volume, mais aussi de les chiffrer pour les protéger à l'aide d'un mot de passe. Du coup, ça c'est top, mais en vrai, bah j'ai toujours trouvé que WinRAR était un peu une invention du démon. Car en effet, il existe deux versions du dossier compressé. Le .zip qui a presque toujours été décompressable directement sur Windows et le .rar qui lui demandait encore très récemment ce fameux logiciel. Donc ouais, on était sur ce truc un peu propriétaire alors qu'il y avait le .zip à côté beaucoup plus malléable. Alors ok, le .rar a quelques avantages, genre une compression plus optimale par exemple, mais honnêtement, je préfère un truc un peu moins efficace et pas avoir ce .rar qui me donne des sueurs froides. Car je sais que je vais devoir lancer WinRAR et qu'il va encore me quémander des sous pour payer une licence. C'était la blague avec ce logiciel d'ailleurs que personne n'achète ça. Et en vrai, bah c'était pas très grave, hein. Alors oui, le message dit qu'il faut normalement le supprimer de son PC après 40 jours d'utilisation si on n'achète pas de clé et que c'est illégal. Mais s'il voulait, il pourrait bloquer l'utilisation du logiciel sans clé après cette période, ce que fait Adobe par exemple avec Photoshop ou encore plein d'autres softs. Et ils ont jamais attaqué en justice un pimpin pour ça. Honnêtement, je pense que c'est juste une idée marketing de fou furieux car tout le monde se sent ultra ingénieux de continuer à utiliser le logiciel alors qu'ils disent qu'ils ont pas le droit. Et paf, ça crée un mème et tout le monde connaît WinRAR. Ce message autour de l'activation est devenu légendaire. Et alors on oublie aussi, mais il y avait WinZip qui a un logo trop cool, des dossiers, une presse pour compresser. Bah en fait c'est le seul truc bien de ce logiciel, hein, le logo, qui lui faisait payer 40 balles après le premier mois et c'était obligatoire, qui en plus avait mis encore un autre système de compression, le .zipx. Ouais, comme quoi les gens sont pas prêts à mettre 40 balles pour un X en plus, hein, ça va peut-être effrayer Elon. Le truc c'est que tout ça c'est pas qu'on l'utilise plus contrairement à ce qu'on a pu voir ou que des concurrents ont pris le truc, mais que c'était tellement bien que ça a été rajouté par défaut dans les systèmes d'exploitation. En effet, les onglets sont arrivés avec Windows 11 et les .rar sont maintenant décompressables directement avec Windows, là où le logiciel était encore nécessaire il y a seulement quelques mois. J'en avais fait un short pour vous en parler plus en détail d'ailleurs, j'espère que vous l'aviez vu. C'est clair qu'on a fait un sacré retour dans le passé avec toute cette vidéo, mais finalement si on ne les utilise plus aujourd'hui, c'est soit quand on en a plus besoin, soit car ça a été rajouté nativement sur nos systèmes. Et en vrai, on peut y voir une injustice pour les logiciels, c'est certain, qui voient leur œuvre entre guillemets volée, mais déjà en soi c'est pas forcément le cas car souvent les développeurs de ces dernières ont pu être recrutés, mais aussi côté utilisateur c'est tellement mieux que ce soit natif. Pour le cas des onglets par exemple, bah, le site de Clover ne donnait
vraiment pas confiance et on pouvait facilement télécharger un virus. Et c'est aussi bien moins optimisé. Donc oui, là on n'a plus WinRAR non plus dans notre panneau de commande, mais son âme, elle, est toujours là. Il ne faut pas oublier nos ancêtres qui nous ont permis d'avancer, mais il faut les laisser se reposer quand leur temps est venu. C'est quoi pour vous le logiciel que vous utilisiez avant et qui était complètement indispensable, mais qui de nos jours n'a pas eu son exécutable lancé depuis des années? Je vous laisse lui rendre un dernier hommage dans les commentaires, et si ça se trouve, il y aura de quoi faire un épisode 2 des logiciels d'avant. Je vous laisse donc aussi me dire si ça vous botte, en n'oubliant pas le pouce bleu par exemple pour me montrer votre engouement. Sur ce, voici encore deux choses du passé, des vidéos YouTube de votre serviteur, mais promis, elles vous apprendront plein de choses pour votre futur, alors je vous laisse cliquer dessus, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!